22 octobre 2021. En manchette, 2 candidates à la mairie de Forestville, l'avenir de l'église Saint-Luc inquiète 40 citoyens, un bilan satisfaisant pour la chasse à l'orignal. À l'aube des élections municipales qui se tiendront le 7 novembre prochain, 2 candidates briguent la mairie de Forestville, soit la mairesse actuelle Micheline Anctil et une ancienne résidente revenue dans son patelin, Brenda Gagnon. Quant aux conseillers municipaux, tous les candidats ont été élus par acclamation après la fin de la période de dépôt des mises en candidature, soit le 1er octobre à 16h30. 2 nouveaux visages ont fait le saut en politique municipale, soit Jeannie Tremblay et Carole Girard, remplaçant ainsi Dolores Simard et Guy Racine. Les autres élus demeurent les mêmes que lors des 4 dernières années: Richard Foster, Mario Desbiens, Gina Lheureux et Nadine Gagné. Pour aider les citoyens à faire leur choix lors du scrutin, la télévision du Littoral diffusera une émission spéciale élection la semaine prochaine. Les 2 candidates ont été invitées à se prononcer sur leurs idées, projets et visions pour la ville de Forestville. À Colombier, une lutte à 3 est en cours pour le poste de maire. Max Brisson et Claire Savard, tous 2 des anciens directeurs de la municipalité, et Marie-France Imbeau, mairesse sortante, ont tous déposé leur candidature. Du côté des conseillers municipaux, 3 d'entre eux ont été élus par acclamation, soit Caroline Tremblay, David Dumont et Alain Gauthier. Une élection déterminera qui occupera le siège numéro 1 entre la conseillère sortante Dalila Tremblay et une nouvelle venue en politique municipale, Joanie Tremblay-Miller. Même son de cloche pour le siège numéro 5, auquel Catherine Conroy et Sylvie Laprise aspirent. L'ancien échevin Patrick Bourgouin revient dans le décor après avoir perdu ses élections au poste de maire en 2017, mais cette fois à titre de conseiller au siège numéro 4. Il fait campagne contre Kevin Croteau, qui devra faire ses preuves en politique municipale. Au total, en Haute-Côte-Nord, 5 courses à la mairie ont lieu et 3 maires ont été élus sans opposition. La population foresvilloise était conviée à une rencontre citoyenne pour l'avenir de l'église Saint-Luc le 18 octobre. Sur 2 912 résidents, seulement 40 personnes ont honoré le conseil de fabrique de leur présence, ce qui n'a pas réjoui la présidente Joanne Tremblay. Le conseil de fabrique a rappelé la situation précaire dans laquelle se trouve l'église depuis quelques années et qu'elle est tenue à bout de bras par 5 ou 6 bénévoles, dont plusieurs veulent quitter leur siège à la fin de leur mandat en décembre. Il est certain que la pandémie a joué un rôle négatif dans la reprise en main du bâtiment patrimonial datant de 65 ans. Les messes et autres services religieux n'étant plus autorisés, les revenus ont diminué. Mais le problème est plus profond que ça, selon Mme Tremblay. Après discussion entre les gens présents et les suggestions entendues pour engendrer du financement, la présidente en est venue à la conclusion qu'il y a une volonté de conserver l'établissement, mais que ce seraient encore les mêmes qui organiseraient les activités et mettraient l'épaule à la roue. Elle a toutefois précisé que si personne ne s'implique, l'Église va fermer. Dans un premier temps, un vote à main levée a démontré que 39 personnes présentes dans la salle voulaient conserver l'Église tout en acceptant des changements comme la diminution d'espace pour les services religieux à des fins de location. Il s'agissait d'une alternative proposée par le conseil de fabrique, comme l'Église est trop grande pour les besoins des paroissiens. Après cette décision presque unanime des citoyens présents, il était temps de passer aux élections pour combler les 2 sièges vacants. Plusieurs candidatures ont été proposées, mais 2 candidats ont accepté le défi, soit Louisette Lagacé et Germain Houde. La soirée s'est donc conclue avec un nouveau mandat pour les Marguilliers, voir ce qu'il est possible de faire pour la transformation de l'Église à des fins locatives. C'est le 14 février que l'école Monseigneur Bouchard de Portneuf-sur-Mer connaîtra son sort. N'accueillant que très peu d'élèves depuis plusieurs années, le processus de fermeture de l'établissement scolaire a été enclenché en mars et s'est poursuivi avec une consultation publique le 18 octobre. Près d'une trentaine de personnes ont pris part à la consultation organisée par le Centre de services scolaires de l'Estuaire sur l'intention de fermeture de l'école primaire à l'automne 2022. Selon la procédure, les personnes voulant se faire entendre lors de la rencontre publique devaient transmettre un avis écrit au centre de services scolaires.
Seulement le nouveau maire de la municipalité, Jean-Maurice Tremblay, avait signifié son intention de parole, mais les intervenants de l'organisation scolaire ont accepté d'écouter d'autres témoignages, le cas échéant. Conscient qu'il y a peu de chances que l'établissement scolaire demeure ouvert l'an prochain, le maire a suggéré au Centre de services scolaires de l'Estuaire de changer la vocation de l'école et de s'engager à demeurer propriétaire du bâtiment et de le maintenir en bon ordre. Université du troisième âge, formation spécialisée en fonction des besoins des employeurs de la région, offrir des activités parascolaires, tout étaient des idées proposées par les gens présents. La directrice générale du Centre de services scolaires a affirmé ne pas être contre les partenariats avec le milieu. Selon elle, la fermeture de l'école, si elle a lieu, ne signifie pas la fermeture de la bâtisse. C'est lors de la séance publique prévue le 14 février que le conseil d'administration prendra la décision finale quant à la fermeture ou non de l'école Monseigneur Bouchard à compter de l'automne 2022. L'école Portnevoise compte 4 élèves cette année, puisque le 3e cycle a déjà été dirigé vers l'établissement scolaire de Longrive. Le transport est défrayé par le centre de services scolaires, mais les parents sont libres d'apporter eux-mêmes leurs enfants dans une autre école. Réalisé par la Société des traversiers du Québec de concert avec le ministère des Transports, qui tranchera au final sur la possibilité d'étatiser ou de financer les services de traverse de Rimouski-Forestville et Trois-Pistoles-les-Escoumins, l'étude de marché rendue publique la semaine dernière était fort attendue par le milieu économique et politique de l'Est du Québec. Matérialisée et synthétisée dans un rapport étoffé de 161 pages, assorti à un questionnaire destiné à la population et développé par Apsis Recherche pour le compte de la STQ, l'étude avait pour mission principale de nourrir l'analyse sur la pertinence d'ajouter au giron de la STQ les 2 traverses privées. L'étude démontre que les traverses publiques qui relient la Gaspésie à la Côte-Nord, ainsi que le Bas-Saint-Laurent à Charlevoix, sont pertinentes et cadrent dans la mission de la STQ, selon Bruno Véraud, conseiller en communication à la STQ. Les traverses Matane-Bécomo-Godbout et Rivière-du-Loup-Saint-Siméon fournissent un lien maritime permettant des déplacements interrégionaux, tandis que les traverses privées ont quant à elles une vocation avant tout touristique et répondent à des besoins en déplacements locaux, a-t-il précisé. Le porte-parole justifie l'abondance de caviardage dans le document par son contenu révélant des informations d'entreprises privées. Quant à la collecte des données auprès de la population des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord, qui fut réalisée du 8 au 23 novembre 2019, celle-ci a permis la conclusion de 2686 entrevues. C'est un taux de 57 % des usagers actuels qui augmenterait leur fréquentation de la traverse Trois-Pistoles-les-Escoumins si les niveaux de service étaient améliorés. Pour le service de traverse Rimouski-Forestville, 64 % des usagers ont partagé une affirmation similaire, même si les 2 services de traverse ont été interrompus respectivement l'an dernier et cette année. De son côté, la mairesse de Forestville et préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, a déploré l'inaccessibilité du grand public aux options de la STQ. Celle-ci fait référence au fait que les utilisateurs proviennent d'aussi loin que la MRC des Sept-Rivières et non seulement de la Haute-Côte-Nord et de Manicouagan. Un autre critère non négligeable selon elle, les destinations sont tout autant dirigées vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean que vers le Nouveau-Brunswick. Il est également démontré dans le rapport que les entreprises utiliseraient davantage le lien Rimouski-Forestville si des camionnettes pouvaient y accéder. En conclusion, il en ressort les besoins d'un navire de plus grande taille pour plus de passagers et camionnettes, un horaire étendu sur une plus longue période, mentionne Mme Anctil. La mairesse de Forestville revient également sur le libellé de l'étude, qui met l'accent sur le secteur touristique pour justifier les 2 liens interrives ayant un port d'attache en Haute-Côte-Nord. Elle croit au développement de cette filière avec un bateau qui pourrait transporter des petits véhicules récréatifs ou des camionnettes avec canot, etc. Mais elle demande aussi de tenir compte des besoins de déplacement des citoyens, des entreprises, de même que l'accès aux services de cancérologie à Rimouski ou d'éducation ou recherche avec l'Université du Québec à Rimouski.
Du 21 au 24 octobre, entre 20h et 5h, le service de traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine sera interrompu en raison de travaux majeurs planifiés pour le remplacement des défenses du quai de Baie-Sainte-Catherine. Une interruption complète est requise afin de procéder de façon sécuritaire aux travaux. Ces travaux majeurs sont réalisés à cette période de l'année car les conditions maritimes sont propices à l'installation de défenses et ils doivent être effectués avant la période des glaces selon la STQ. Voici les modifications apportées à l'horaire du 21 au 24 octobre. De 5h à 6h, un seul navire en fonction, un seul départ par heure de chaque rive. De 6h à 10h, un seul navire en fonction, départ toutes les 40 minutes de chaque rive. De 10h à 18h, deux navires en fonction, départ toutes les 20 minutes de chaque rive. De 18h à 20h, un seul navire en fonction, départ toutes les 40 minutes de chaque rive. Et de 20h à 5h, interruption complète du service. À noter que l'horaire normal reprendra dès le 25 octobre, 5h. Dans le monde du sport, les chasseurs étaient nombreux dans les forêts de la Haute-Côte-Nord pendant les 2 semaines de chasse au gros gibier du 25 septembre au 11 octobre pour la zone 18. Les 5 ZEC du territoire ont enregistré un total de 267 bêtes abattues, un bilan impressionnant, mais qui ne dépasse pas les records. À la ZEC de Forestville, la directrice générale Catherine Simard parle d'un bilan très satisfaisant. Les résultats provisoires donnent espoir sur la reprise de l'intérêt de l'exploitation faunique puisque le nombre de chasseurs est en hausse selon elle. Rappelons que l'année 2018 a vu chuter la présence de chasseurs sur le territoire de la ZEC de Forestville. Ceux-ci étaient autour de 580 dans les années antérieures et en 2018, ils sont tombés à 529. On voit maintenant que ça augmente, 601 en 2020 et 633 en 2021, ce qui est une bonne nouvelle pour Mme Simard. Un total de 112 orignaux a été récolté par les chasseurs, ce qui ne dépasse pas le record atteint en 2019 qui s'élevait à 118. Notons que cette année, tout comme en 2019, il était possible de capturer tant les femelles, les veaux et les mâles. Une équipe sur 3 a rapporté une bête, ce qui équivaut à un taux de succès de 35 %, excellent pour ce type de chasse. Le bilan indique aussi que les gens passent de plus en plus de temps en forêt lors de la chasse, ce qui est plutôt positif pour la ZEC et pour les chasseurs qui profitent de ce temps d'arrêt et de routine de la vie de la directrice générale. L'an dernier, alors que seulement les mâles avec bois étaient autorisés, les chasseurs de la ZEC de Forestville avaient réussi à mettre la main sur 78 d'entre eux, surpassant le dernier record de 71 bêtes qui datait de 2016. Dans le nord de Forestville, à la ZEC de Labréville, quelques 21 équipes de chasseurs ont réussi à obtenir leur trophée, dépassant de 3 bêtes le résultat de l'année précédente. L'utilisation des véhicules hors route peut entraîner des impacts pour la faune, les sols, les milieux humides, les cours d'eau et les écosystèmes fragiles. La campagne Rouler sans déranger vise à sensibiliser les usagers sur ces impacts. Cette campagne de sensibilisation est lancée par l'Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord dans le but d'informer les utilisateurs de véhicules hors route en proposant des solutions et de bonnes pratiques afin de pratiquer cette activité de façon sécuritaire pour la faune et ses habitats. Pour ce faire, l'OBV-HCN et le comité ZIP de la Rive-Nord de l'Estuaire offriront chacun une conférence. Un agent de la faune a aussi été invité pour préciser la réglementation. L'événement aura lieu en partenariat avec le Club Quad Haute-Côte-Nord lors de la randonnée de fermeture de la saison demain le 23 octobre, ce qui permettra aussi de visiter sur le terrain des exemples d'infrastructures qui ont été réalisées permettant de préserver l'habitat faunique. Les conférences se donneront sur l'heure du dîner en compagnie du Club Quad de la Haute-Côte-Nord. Les places étant limitées, les présentations seront filmées et diffusées le 25 octobre à 19h sur la page Facebook de l'OBV-HCN. En ce qui concerne les impacts, une fragmentation potentielle du milieu, soulèvement de poussière, apport de sédiments pouvant obstruer les frayères,
menace pour les sources d'alimentation de certains poissons, sans compter que le bruit causé par les véhicules hors route peut nuire à certaines espèces fauniques en période de reproduction, sont toutes des répercussions du passage des véhicules pour les milieux humides et les cours d'eau. Parmi les solutions, on retrouve éviter l'élargissement des sentiers par des voies de contournement, l'installation de structures adéquates pour la traverse de cours d'eau, l'entretien adéquat de son véhicule, apprendre à reconnaître les habitats sensibles comme les étangs, les marais et les tourbières, éviter de pourchasser la faune et réduire sa vitesse lorsqu'on aperçoit un animal. À la météo. Pour aujourd'hui, le 22 octobre à Forestville, les précipitations étaient au rendez-vous avec un thermomètre atteignant un maximum de 13 degrés. Pour samedi et dimanche, une alternance de soleil et de nuages est prévue avec 30 % de probabilité d'averse, de pluie ou de neige. Le mercure ne dépassera pas les 7 degrés. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de TVL Info. À la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.